On est très nombreux et nombreuses à souffrir de carences affectives, avoir souffert de carences affectives dans l'enfance, peut-être encore maintenant, et c'est en tout cas devenu une dépendance affective, voire pour certains aussi une dépendance sexuelle. Et je fais cette vidéo, cette autobiographie de ma vie de dépendant affectif, alors que à 39 ans bientôt, je suis dans ma 39e année, j'en suis pas encore guéri, parce que ça fait pas si longtemps que j'ai commencé à conscientiser ce que c'était et que j'étais affecté par ça. Et dès ces derniers jours, j'ai pris une claque en réalisant que j'étais toujours affecté. Je croyais que ça me concernait plus, mais c'est pas vrai. Et pourquoi je fais cette vidéo, c'est aussi, et pourquoi je vais aller en détail dans le récit, c'est parce que c'est quelque chose, c'est une action thérapeutique pour moi-même d'exprimer tout ça, comme je le ferai au fil de je ne sais pas combien de séances de thérapie avec un psychiatre ou un psychothérapeute. Mais là, je le fais d'une traite. Et voilà, moi, au monde, on va dire. Et je sais qu'il y a déjà les gens qui suivent cette chaîne qui sont, en tout cas un certain nombre d'entre vous, qui êtes probablement concernés par la dépendance affective. Et j'espère que ça touchera d'autres personnes aussi qui ne sont pas encore abonnées. Donc la raison de cette vidéo, c'est aussi pour pouvoir se reconnaître soi-même, toi peut-être, dans mon récit, et se comprendre. J'espère aussi que certaines personnes qui ne sont pas dépendantes affectives, mais bon, si elles tombent sur cette vidéo, c'est probablement que quelqu'un autour d'elles, voilà, dans l'entourage, est affecté par la dépendance affective. Mais bref, je pense que c'est important que, je sais pas, même que dans les écoles, il y ait une leçon sur la dépendance affective pour apprendre à la reconnaître en soi et peut-être chez les autres. Et, et en plus, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui en sont concernées. Enfin, je pense que ça a toujours existé, mais je pense que c'est un fléau aussi qui est, selon moi, à l'origine de toutes les addictions. C'est la carence affective qui devient une dépendance affective qui est la mère. Enfin, la mère de toutes les addictions, c'est pas forcément le bon terme, mais c'est la cause originelle de toutes les addictions. Donc, je vais commencer par. Je sais pas si j'ai besoin de dire qu'est-ce que c'est. La carence affective, en gros, oui, je vais vite décrire ça vite fait, c'est que, en fait, c'est ça, c'est la première étape de mes notes. La carence affective dans l'enfance, en tout cas pour moi, c'est là que ça s'est manifesté. Ça a commencé tout de suite. Je n'ai pas été témoin d'amour et d'affection et de tendresse entre mes parents. Les seuls souvenirs que j'ai de mes parents qui se font un bisou, c'est même pas vraiment qu'ils s'embrassent. Mon père fait un bisou à ma mère, un truc comme ça. C'était dans des contextes publics. Les 25 ans de ma sœur, et c'était, je sais pas, ils étaient incités par les invités à se faire un bisou pour une photo. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, c'était l'anniversaire de ma sœur. Et, et, et l'autre souvenir, c'est dans des photos où je vois un peu un signe d'affection, mon père qui a effectivement l'air d'être en couple avec ma mère et qui a un peu le bras autour d'elle ou quoi, où ils sont un peu proches. Mais encore une fois, c'était dans un contexte public, donc je me demande est-ce que c'est pas mon père qui jouait un rôle, le rôle du mari. Et puis il était un peu alcoolisé, ça l'aidait à être dans ce truc, ou peut-être qu'ils avaient un peu d'affection, mais ce que je sais, c'est que ils se sont jamais vraiment aimés. Mon père m'a dévoilé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, ça fait même pas un an qu'il m'a dévoilé ça. Que, donc tu vois, enfin, peu importe quel âge il a la septantaine. Et ça fait 10 ans, dans 20 ans qu'il est séparé de ma mère, je crois. Ouais, 20 ans. Mais voilà, ce qu'il m'a déclaré, c'est qu'il s'est marié parce qu'il avait peur de ne pas savoir s'occuper de lui-même. C'est terrible, c'est triste. Il s'est marié parce qu'il avait peur de ne pas pouvoir s'occuper de lui-même, c'est-à-dire de se faire à manger, le ménage à la maison, la lessive, etc. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il a été élevé par des femmes. Son propre père est mort quand lui, il avait 9 ans. Mon grand-père
si je me souviens bien, si je ne dis pas de bêtises, il a été brancardier sous l'ère de Mussolini pendant la guerre en Libye. Et il était très jeune, je pense. Parce que mon grand-père est mort dans la cinquantaine, et ça c'était en 1960, je crois. En tout cas, c'est en 1960 que mon père avait 9 ans. Son père est mort là, et donc, et je sais qu'il avait la cinquantaine, donc en fait, franchement, il avait peut-être même pas 20 ans quand il était, ou alors tout juste 20 ans, début de la vingtaine, quand il était brancardier, qu'il échappait aux bombardements. Enfin, les bombardements, si je dis pas de bêtises, ça devait venir des Italiens, mais enfin bref, je sais que mon père m'a raconté un truc du genre. De toute façon, ça ne m'étonnerait pas qu'en pleine guerre, les Italiens se font bombarder par des Italiens, enfin, parce que les brancards, enfin, je sais pas, j'en sais rien à vrai dire, mais je pense que ça peut être le chaos dans certaines conditions. Et bref, mon grand-père est revenu traumatisé, il avait des problèmes d'alcool, d'argent, et il est parti très tôt. Je ne sais pas s'il avait une maladie en particulier ou quoi. Mais voilà, tout ça, ça reste, hein, apparemment, ça reste, ces traumas, ça reste, ça se transmet de génération en génération. Et mon père, je sais que c'est un homme triste dans le fond, mais il noie sa tristesse comme beaucoup d'hommes dans l'alcool. Et il a fait de son mieux, voilà, il a toujours travaillé, il a même travaillé après la retraite, quelques années, quelques temps. Mais il a toujours bu de l'alcool aussi, depuis qu'il a 20 ans, quoi. Il noie sa tristesse et ses émotions négatives dans l'alcool. Et c'est un homme triste. C'est un homme triste qui a beaucoup de pudeur émotionnelle. Par contre, il arrive à s'ouvrir, peut-être grâce à l'alcool, quand je lui pose des questions. Mais quand je vais manger chez lui, presque tous les vendredis, ça dépend si je suis par là, mais quand je travaille le vendredi et que je vais... Bref, après je vais manger chez lui, c'était devenu une sorte de rituel. Généralement, il ne va pas ouvrir la bouche avant que j'ai dit quelque chose, ou alors il va dire une banalité pour un peu briser la glace, ce qui n'est pas mauvais non plus. Mais on peut passer tout le repas sans manger. Pardon, sans manger. Tout le repas sans parler. Et ça peut être bien aussi, sauf que je sais qu'il y a une... C'est pas vraiment... Je sais pas, il y a un malaise dans ce silence. Mais bon, voilà, il m'a déclaré ça, donc il s'est ouvert. Et pourquoi il avait cette peur de ne pas pouvoir s'occuper de lui-même? Parce que il a été élevé par des femmes. Son père est mort quand il avait 9 ans, comme je l'ai dit. Et même si son père avait été là, je pense que son père, voilà, il l'aurait pas vu parce qu'il travaillerait tout le temps. Sa mère travaillait, du coup, c'est sa grand-mère aussi qui s'occupait pas mal de lui, qui vivait à la maison. Il dormait avec sa grand-mère. Sa grand-mère lui donnait des petites sucreries, des trucs comme ça. Donc il avait beaucoup d'affection pour sa grand-mère aussi. Il avait un lien fort. Et il avait aussi quelques grandes sœurs, dont une grande sœur qui s'occupait de lui, qui l'hébergeait même dans ses premières années en Suisse, et qui lui faisait à manger en fait. C'est pour ça que quand en fait sa sœur est repartie en Italie, il s'est marié en urgence pour remplacer finalement sa mère. Et sa sœur était devenue sa mère. Elle avait le rôle de mère pour lui. Et ensuite, il s'est marié. Et il y a beaucoup d'hommes qui font ça, hein. Ils se mettent en couple ou ils se marient pour avoir une mère en fait. Et, et donc ça, c'est un peu, c'est à l'origine de la carence affective pour beaucoup de personnes. Ça commence comme ça. Donc après, pour en revenir à moi, mon père était absent parce que les 3 premières années de ma vie, enfin, c'était un peu le chenille, mais mon père a voulu retourner en Italie pour se rapprocher de sa mère notamment. Et ça s'est mal passé en Italie. Il est revenu en Suisse, mais d'abord tout seul parce qu'il avait tout laissé, le permis de séjour, etc. Et, et donc il ne pouvait pas ramener la famille. Il a dû attendre d'établir une situation stable pour pouvoir faire un rassemblement familial. Ça a pris 3 ans, ou même peut-être un peu plus, mais en tout cas, mes 3 premières années de vie, j'étais avec ma mère en Italie, il y avait ma sœur, il y avait un peu de la famille du côté de mon père. Et donc ma sœur avait 12 ans de plus, donc elle avait aussi un peu un petit rôle de mère, même si je m'en souviens pas du tout. Et mon père, on le voyait pendant les vacances. On allait pendant les vacances d'été ou d'hiver. Peut-être pendant les vacances d'hiver, je crois, on venait à Genève. Pendant les vacances d'été, il venait en Italie. Mais donc, j'ai pas eu mon père pendant, enfin même pendant le reste de ma vie après, parce qu'il travaillait, je le voyais, il avait des horaires réguliers, je le voyais pas, je le voyais faire la sieste devant la télé quand je rentrais de l'école. Et le matin, quand j'allais à l'école, lui, il dormait en principe parce qu'il rentrait tard, il finissait tard, mais en plus il sortait
faire la fête, quoi, et tromper ma mère, etc. Et ma mère, elle a été seule tout le temps, en fait. Tout le temps. Enfin, je pense qu'il y avait des situations pires, mais honnêtement, moi, je le ressentais. Je ressentais l'anxiété de ma mère, la souffrance de ma mère. Après, elle a eu des problèmes de santé, des opérations. Mon père, il n'était pas capable d'offrir un soutien émotionnel, ni à sa femme, et donc, enfin, pas du tout, donc, ni à sa femme qui en avait besoin, ni à ses enfants qui en avaient besoin. Et on a souffert de ça. Ma mère était donc anxieuse, stressée, malade, ouais, malade, enfin, psychologiquement, elle manquait de soutien, donc forcément, ça, elle était instable émotionnellement. Physiquement, elle a commencé à avoir des problèmes aussi liés au travail intense qu'elle a fait dans ses premières années en Suisse, dans une euh, maison de retraite. Les Suisses ne voulaient pas faire ce genre de travail, mais à l'époque, c'était les immigrés qui faisaient ça. Mais ils faisaient tout. Tu devais porter des poids, porter les malades, faire le ménage. Il y avait des horaires irréguliers, travail de nuit des fois. Et ça affecte la santé forcément. Euh, donc bref, ça c'est un peu d'où je viens. Et ma mère, donc, elle a dû aussi assumer un double rôle parce que mon père faisait pas le rôle du père. Il était juste absent. Il assurait juste le côté matériel. C'était, je travaille, je ramène le pain à la maison et il ne me demandait rien d'autre. Mais il n'avait pas la capacité de toute façon de faire quoi que ce soit d'autre. Même pour apprendre à conduire, il a fait quelques sessions avec moi, mais après, il avait tellement pas de patience que il a payé un pote à lui pour que je fasse les sessions, les cours avec lui. Donc, franchement, il y a des moments là où je commence à pleurer en fait, en pensant à ça, en pensant à ce que j'ai manqué. Et je sais que j'ai pas laissé assez de place à cette souffrance parce que je l'échappais à la souffrance par des addictions et voilà. Mais cette souffrance qui vient du fait que j'ai pas eu de père en fait, que mon père il était là physiquement, mais j'ai pas de souvenir, j'ai très peu de souvenirs d'avoir fait quoi que ce soit avec lui. Rien de fort, tu vois. Une petite sortie à vélo, un petit foot, des impressions vagues comme ça, tu vois, mais pas un sentiment de joie où genre, ah, mon père il m'accompagne et waouh, j'ai passé une bonne journée, et il m'a, tu vois. Parce que probablement qu'en plus je sentais son impatience et le fait que lui il appréciait pas ces moments quand ça arrivait, les rares fois où c'est arrivé. Sortie ski aussi, on a fait quelques fois, mais c'était rare. Mais voilà, en fait, je vais juste relever sur ce premier chapitre que le point clé, c'est que j'ai pas été témoin d'affection entre mes parents. Et ça, c'est important pour la suite de mon évolution en tant qu'enfant, adolescent, adulte, dans les rapports aux autres, en particulier avec les femmes qui m'attirent. Enfin, avec les femmes tout court, mais je veux dire le sexe qui m'attire, les gens qui m'attirent. Enfin, ça aurait été pareil si j'étais homosexuel, il y aurait eu le même souci avec les hommes. Peu importe, mais voilà. Ensuite, en gros, ouais, je vais préciser ça, je le dirai peut-être après aussi le moment venu, mais le fait que j'ai pas été témoin d'affection entre mes parents, d'amour, de tendresse, ça fait que quand c'était le moment quand moi j'avais un élan de, de je ne sais quoi, d'attirance pour les filles, j'étais pas capable d'exprimer ce que je ressentais. Je gardais tout ça secret. Et, et ensuite, quand j'essayais, en grandissant, de quand même, tu vois, de me proposer à la fille de se voir, etc. Pareil, ok, on se voyait, on passait du temps ensemble, mais j'étais incapable de lui faire comprendre que j'avais des sentiments pour elle et que j'avais envie de la connaître profondément et d'être intime avec elle, tu vois. Une fois, j'ai formulé mot pour mot, j'ai envie d'être intime avec toi, une fille qui, voilà, c'était il y a genre 10 ans peut-être. Et, mais sinon, il y avait une incapacité à juste être fluide, être moi-même, être à l'aise, être vulnérable et avoir un contact physique, parce que j'ai pas vu ça entre mes parents. C'est du mimétisme, hein, il ne faut pas oublier qu'on apprend énormément par mimétisme. Et l'amour, l'affection, c'est aussi en mimétisme qu'on l'apprend. On est censé l'apprendre. Après,
heureusement, on peut l'apprendre plus tard si on ne l'a pas vécu par mimétisme, on ne l'a pas appris avec nos parents. Mimétisme à travers les films, je crois, je l'ai vu, peut-être j'ai pas vu des bons films, mais ça n'a pas fonctionné. Enfin, il faut que ce soit très tôt en fait, quand on est gamin et que ce soit avec des humains en face de nous. Il y a même eu je crois, des études là-dessus où ils montraient qu'un enfant voyait quelque chose sur un écran, par exemple son père qui cache un objet dans une pièce, et l'enfant il voit ça à travers l'écran, il voit où son père l'a caché, ensuite il n'est pas capable d'aller trouver l'objet parce qu'il l'a vu à travers l'écran. C'est dingue, hein. Ça, je crois que l'expérience, elle voulait démontrer que l'apprentissage n'est pas le même, ou certains apprentissages ne fonctionnent pas ou moins bien à travers les écrans que si on est en présence avec un être humain. Euh, je crois que c'était ça que ça voulait dire. Ou peut-être c'était autre chose, je ne sais plus. Peut-être c'était juste le repère spatial, je ne sais plus, honnêtement. Mais ouais, moi en tout cas, je sens aussi que j'ai besoin, tu vois, d'être avec les gens plus que derrière un écran pour apprendre des choses. Je préfère être en présentiel. Bref, deuxième point, deuxième chapitre. Quand j'avais à peu près 4 ans, je me souviens d'avoir fait une sorte de rêve. C'était une vision ou un rêve de fusion avec une fille. C'est-à-dire que j'étais sur elle, couché sur elle, sous le banc du vestiaire qu'il y avait devant la classe. Et pour moi, c'est un symbole de fusion, tu vois. Il n'y avait pas encore, je ne savais pas ce que c'était la sexualité. Il n'y avait pas d'excitation sexuelle ou quoi que ce soit. L'attirance n'était pas sexuelle dans le sens physique, enfin explicite, tu vois, mais sexuelle dans le sens essentiel, c'est-à-dire fusion. Envie, besoin de fusion avec la polarité opposée ou avec un autre être, tu vois. Et, et en fait, pendant mon enfance, je cherchais l'affection ailleurs que chez ma mère, chez les autres femmes. Parce que ma mère était stressée, anxieuse. Elle jouait le rôle du père aussi. Moi, je disais à ma mère, mais tu devrais travailler dans la police parce elle prenait en fait cette sorte d'autorité qui devait venir du père en principe. Et du coup, ça faisait que ça créait une sorte, je sais pas, de dissonance vis-à-vis de ma mère qui était censée me donner l'amour maternel. Ok, les mères sont censées aussi mettre des limites et pas se faire marcher dessus, mais il me semble qu'en principe, c'est quand même le père qui marque quelques limites et la mère. Et c'est plus facile après pour l'enfant de suivre, même si je pense l'enfant, il va tester la mère aussi. Genre, ok, mon père me laissait des limites, est-ce que ma mère, je peux avoir plus de trucs, tu vois. Mais bref, il n'y avait pas d'équilibre parce que ma mère jouait le double rôle. Et moi, ça me perturbait. Et en fait, je pense que j'aimais moins ma mère. J'ai ensuite eu moins d'appréciation pour ma mère parce que elle avait, voilà, je la voyais s'énerver, elle avait un visage, elle devenait, en fait, elle devenait, honnêtement, elle était belle de base, mais elle est devenue moche. Je le dis hein, physiquement, son apparence est devenue moche, enfin, parce que simplement, c'est pareil chez les hommes, hein. Moi, je l'ai même vu chez moi dans certaines périodes de ma vie. Peut-être c'est moi juste, c'est différent quand c'est soi-même, on a tendance à être plus difficile avec notre propre apparence, mais l'anxiété et le stress, ça nous rend moche, ça crée des tensions et ça nous fait vieillir. Et ça se voit. Et donc voilà, je cherchais l'affection, cette énergie féminine à travers d'autres femmes, à travers des filles. J'étais tombé amoureux de la voisine de ma grand-mère en Italie. Et cette fille, elle avait, je sais pas exactement, mais elle avait peut-être une dizaine d'années de plus que moi. Moi, j'étais gamin, je devais avoir 7-8 ans. Et elle, si ça se trouve, elle avait 15 ans en fait. Mais j'avais l'impression qu'elle était plus grande, enfin, elle était clairement plus grande. Peut-être avec 15-18 ans, un truc du genre, je pense. Et tu vois, j'étais dans ses bras, sur ses genoux quand on revenait de la plage, on allait à la plage dans la voiture avec son père, et puis il y avait peut-être ma mère ou quoi. Et, et elle m'avait fait découvrir une cassette, une compilation de dance music italienne. C'était en 94. J'ai toujours cette cassette, ma mère elle l'a conservée, la copie de cette cassette. Et c'est comme si j'avais transposé l'affection ou un peu cet attachement ou cette sorte d'amour qui n'était pas vraiment du véritable amour, mais ouais, je sais pas. Ce que je ressentais pour elle, ça s'est un peu transposé dans la musique, sur cette cassette, et ensuite j'étais un peu amoureux de cette cassette et de cette musique.
Et après, c'est vrai que dans mon adolescence, j'ai eu une forte connexion avec la musique électronique. Euh, et c'est un peu né de cette cassette. Après, j'ai découvert d'autres styles, des trucs d'actualité plus récents. Enfin, cette cassette était d'actualité quand je l'ai reçue, quand je l'ai connue. Mais voilà. Et après, c'est vrai que la musique, ça a été un gros soutien émotionnel pendant mon adolescence. Ça a été très thérapeutique d'écouter de la musique. Euh, ouais. Et qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, il y avait aussi une amie de ma mère qui était pas mal plus jeune, qui était en fait la mère d'un garçon que ma mère gardait. Donc ma mère, elle gagnait un peu d'argent en gardant d'autres enfants, en fait. Voilà. Et ce mec qui avait 3 ans de moins que moi, c'était mon meilleur ami pendant longtemps, mon meilleur pote. Enfin, dans l'enfance en tout cas. Après, l'adolescence et le début de l'âge adulte, ça nous a un peu déroutés. Moi, ça m'a beaucoup dérouté au niveau émotionnel. Sinon, si j'avais été stable, j'aurais vraiment gardé le lien avec lui. Et je pense que je suis toujours un peu vite fait en contact. On peut s'écrire, on peut se voir, mais c'est un peu difficile. Mais on pourrait. Mais bref. Ensuite, sa mère, elle a eu des problèmes de santé. Elle a arrêté de travailler, mais elle me prenait souvent pour faire des sorties et tout, et en fait, ça m'a beaucoup nourri. Elle, son énergie féminine et l'affection et tout ce qu'elle me ferait dans ses activités et sa présence. Franchement, que si j'y pense, ça me rend ému parce que je me rends compte de ce que c'était maintenant et que sans ça, ça aurait été très difficile. Je me rends même pas compte. Il m'aurait manqué. Enfin bref, il y aurait eu un vide encore plus grand, quoi. Et honnêtement, j'ai le sentiment d'avoir eu une enfance heureuse. Voilà, l'adolescence, après, ça déglingue tout, mais je te parle de l'enfance grâce à cette femme. J'ai eu une enfance heureuse. Sinon, ça aurait été... je sais pas ce que ça aurait été un vide. Après, voilà, j'avais les copains, j'allais chez les copains et tout, tu vois, mais peut-être il y aurait eu quelqu'un d'autre, tu vois, j'aurais trouvé refuge ailleurs. J'avais les scouts aussi, mais j'étais ambivalent avec les scouts, j'avais pas trop envie d'y aller. Après, j'étais content quand j'y étais. Et j'ai pas fait aussi long que ce que j'aurais pu, ouais, ce que j'aurais pu, ou ce qui aurait été, bon, en fait, je pense, je sais pas, je pense que le fait d'avoir eu ce gros manque d'affection du côté de ma famille, de mes parents, et de mon père surtout, ça a fait que j'avais de la difficulté à entrer dans le monde, tu vois, et par exemple, continuer le foot, continuer le piano, continuer les scouts, tu vois, ou ne serait-ce qu'une de ces activités. J'ai fait tout ça, mais pas longtemps, parce que après, je sais pas, j'avais plus envie, je pense que c'était un malaise lié à ça, en fait. Et j'ai vu une vidéo de Boris Cyrulnik, peut-être je la mettrai en description, où il dit un truc super intéressant. Il dit qu'en fait, l'affection, c'est un peu un moteur. Quand les enfants, ils ont de l'affection, ou les gens en général, je pense que adultes, c'est pareil. Quand on sent de l'affection, on est aimé, et qu'on peut aimer aussi en retour, on, on, c'est une grande source de motivation. Et ils ont fait des études, ils ont vu que les enfants qui recevaient après coup de l'affection, ils avaient une amélioration des résultats scolaires. C'est pas étonnant. Et moi, je pense que c'est ça. J'ai manqué d'encouragement. Mon père m'a jamais encouragé. Il n'a jamais été vraiment là émotionnellement. Et du coup, je finissais par abandonner tout ce que j'entamais. J'avais un manque de sécurité intérieure. Et, et voilà, cette femme dont je parlais tout à l'heure, je l'ai contactée il n'y a pas longtemps. Elle ne m'a pas répondu. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de l'appeler une fois. Je lui ai écrit un SMS. Je vais essayer de la rappeler. Après, je respecte son silence si on veut, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que à 20 ans, enfin, je sais pas si c'est à cause de ça, mais avec l'adolescence, moi, tu vois, enfin voilà, on change beaucoup, il y a le truc sexuel qui se développe, et on va arriver à ça d'ailleurs, à l'adolescence. Et, et en fait, tu vois, on est un peu déstabilisé, encore plus si on n'a pas eu un socle émotionnel solide dans l'enfance. Pendant l'adolescence, on est complètement déglingué. Si on n'a pas eu une stabilité émotionnelle qui s'est construite dans l'enfance avec les parents ou avec d'autres personnes. Mais
Les parents, c'est quand même plus essentiel. Enfin, tu vois, moi, il aurait fallu peut-être juste que j'ai une présence masculine, peut-être pas mon père, mais quelqu'un d'autre, et peut-être ça aurait fait le travail dans mon enfance, mais j'ai pas eu ça. Il n'y a pas eu d'hommes qui se sont, qui ont eu cette figure paternelle et qui auraient pu remplacer le rôle de mon père. Peut-être à travers les scouts si j'étais resté, mais je sais pas. Bref. Et en fait, oui, à mes 20 ans, cette femme m'a organisé un anniversaire surprise, sauf que c'était le pire moment pour faire ça parce que j'étais complètement obsédé par une fille. Donc là, on est en plein dans la dépendance affective. Et c'était même pas ma copine, cette fille, c'était ma meilleure amie. Mais j'avais envie de plus, évidemment, mais je n'étais pas capable de. En fait, je pensais même pas mériter plus. Et en plus, c'était peut-être aussi par peur de la perdre, tu vois. Que du coup, mais voilà, c'était juste. Je restais dans ce rôle de meilleur ami, mais enfin, je vais en parler après un peu plus en détail pour essayer de rester chronologique parce qu'il y a vraiment un chapitre dédié à cette relation. Mais cette femme, donc, elle a organisé. J'ai envie de lui rendre honneur et de lui dire son vrai prénom, c'est Marie-Rose. Aujourd'hui, elle doit avoir, je sais pas, la soixantaine peut-être. J'aimerais vraiment beaucoup la revoir pour, en présentiel, en, en fait, pouvoir lui témoigner vraiment de ma gratitude. Et, euh, et donc, elle organise cet anniversaire surprise, mais cette fille dont j'étais obsédé, elle a probablement été contactée par Marie-Rose et pour qu'elle soit invitée. Et parce que il y a eu une tension dans cette période, ça fait partie du chapitre sur cette relation, justement. Euh, Est-ce que j'y viens, du coup? Non, parce qu'il y a un truc juste avant à dire. C'est quand on va revenir. Attends, j'essaie de finir quand même cette histoire, même si on va y revenir. C'est un peu décousu, mais c'est pas grave. Non, en fait, je vais y revenir, je vais y penser après, ce sera plus cohérent. Avant d'arriver à là. Donc, dans l'enfance, je gardais tout secret, j'étais attiré par des filles de la classe, etc. Mais j'ai eu une copine. J'ai quand même eu un peu de jeu sexuel vite fait avec une cousine ou d'autres filles comme ça, qui étaient des amis enfin, enfants d'amis de mes parents. Et je me rappelle, c'était jeu de rôle, tu vois, et on se bécotait ou on jouait à papa et maman, enfin un couple, et du coup il y avait un contact physique, tu vois, ou alors on jouait au docteur. Mais bon, bref, c'est juste pour dire qu'il y a eu ce truc un peu naturel de la découverte sexuelle en quelque sorte, d'un contact physique innocent. Mais malgré tout, voilà, quand il fallait faire ça pour de vrai, c'est-à-dire exprimer ses sentiments ou quoi, zéro, j'étais incapable. Et il y avait même dans l'enfance des potes autour de moi qui avaient des petites amies, tu vois. Il y avait des trucs qui se faisaient. Moi, j'étais là, je contemplais. J'avais envie aussi de vivre ça, mais j'étais incapable. C'était hors de portée pour moi. Et en fait, je savais pas, mais j'avais une croyance au fond de moi qui était que je ne méritais pas ça, je ne méritais pas l'amour. Mais c'était pas conscientisé encore à ce moment-là. Et bon, quand t'es enfant, ça va, tu t'en fous un peu parce que tu vois, tu t'amuses, machin, t'as pas besoin d'une copine, tu vois. T'es curieux, t'as un peu d'attirance, mais en fait, tes émotions, elles sont, tu vois, tu passes vite d'une émotion à une autre, tu te fais traverser par les émotions, puis t'as pas le truc sexuel qui fait que t'es encore plus attiré par les filles. Donc voilà, t'es content, tu joues avec les potes et tout, t'as des sorties, tu joues à la console, tu vas à l'école, et s'il n'y a pas trop d'instabilité autour de toi, je sais qu'il y a des situations beaucoup pires que ce que j'ai vécu. Moi, comme je l'ai dit, j'ai eu une enfance heureuse malgré tout, même s'il manquait un socle émotionnel important et qu'il y a eu de la carence affective. Je ne peux pas me plaindre et je ne me plains pas. Mais voilà, on a le droit aussi, en fait, on a le droit de se plaindre même si en fait il y a eu pire que nous. C'est ça aussi, il ne faut pas rentrer dans un truc de ah non, j'ai pas le droit d'exprimer mon mal-être, mon malaise parce qu'il y a pire que moi. Non, il faut arrêter. On a tous le droit de se plaindre. Si on a le droit, c'est tout. Tant qu'on n'est pas dans un rôle de victime, ça c'est autre chose. Mais donc voilà, c'est vrai, dans l'enfance, j'ai aussi découvert les plaisirs sexuels tout seul. Genre, ah, quand je me tripote, quand je me touche les parties génitales, ça me fait du bien. Et après, je découvre, ah, quand je fais ça en regardant des femmes à la télé ou en regardant des pieds, j'étais fétichiste des pieds quand j'étais enfant. Après, j'ai été dégoûté des pieds. Maintenant, j'ai une relation, un lien normal avec les pieds, je crois. Mais
Je regardais les pieds dans les magazines de vente par correspondance, je regardais les modèles en les soutien-gorge, tu voyais des fois même pas la tête, je crois, tu voyais juste la poitrine, et bref. J'étais attiré par les parties du corps féminines. Bon. Et ça devenait un truc un peu sexuel en grandissant. Bref, on arrive à l'adolescence. L'adolescence, il y a ce truc de je ne mérite pas l'amour. Je suis toujours pas conscient que j'ai cette croyance. Je suis conscient de ça vers 27 ans, où vraiment j'ai ce truc qui me vient, en fait, toute ma vie, en tout cas dans mon adolescence, c'est là que le besoin se faisait, enfin, que ça se faisait sentir le plus. Oh, la, la croyance que j'avais inconsciente, c'était, si je la formule verbalement, aucune femme ne voudrait de moi. Mais on peut aussi dire, je ne mérite pas l'amour. Et donc, dans mon adolescence, j'ai 2 copines, vers 15 ans, et je fuis la relation après genre 2 semaines à peu près, les 2 relations. La première, j'ai trouvé une excuse. En fait, je crois qu'on a eu 2 rencarts. Une fois, on était seul au cinéma. On a beaucoup parlé sur Internet. C'était l'époque des chats. Et il n'y avait pas d'application de rencontre encore. Il y avait des sites de rencontre peut-être, mais pour les jeunes, c'était des chats, tu vois, gratuits. Tu allais chatter, tu avais des inconnus qui étaient là avec des pseudos. Et voilà, tu chattais pendant quelques jours. Et puis après, tu décidais de te rencontrer. Et puis voilà. Et des fois, on faisait des rencontres en groupe. On ramenait les potes, on ramenait les copines, etc. Et on a eu 2 rencarts une fois seul au cinéma. On allait voir Minority Report, je me rappelle. Minority Report. Dans un cinéma qui n'existe plus. Et ensuite, la deuxième fois, on a eu un rencard bowling avec des amis à moi et des copines à elle. Et là, j'ai eu un crush sur une amie à elle, que je trouvais juste plus belle, beaucoup plus belle que ma copine. C'est horrible à dire, mais c'est ce que je ressentais. Et en fait, j'ai dit ça à ma copine. C'était une excuse. C'était de l'immaturité. Et c'est horrible, hein. Mais j'avais 15 ans et j'étais dépendant affectif. Et en fait, je dis dépendant affectif parce que j'ai appris, il n'y a pas longtemps, en lisant la littérature de la dépendance affective, qu'il y a un concept qui s'appelle l'anorexie affective, qui est en fait qu'on est dépendant affectif, mais dans certains cas ou certaines personnes, et on peut vivre les deux, hein, on peut avoir des comportements vraiment de dépendance affective avec quelqu'un, où on est accro à quelqu'un, et on peut aussi avoir de l'évitement de l'intimité. Et ça peut s'alterner, ça peut cohabiter aussi. Tu vois, moi, par exemple, quand j'étais accro à cette fille, quand j'avais 20 ans, on peut dire qu'il y avait j'évitais l'intimité aussi parce que je décidais de, ok, je vais rester son meilleur ami. Et en plus, je m'autorisais, tu vois, la stratégie, rester son meilleur ami, c'était aussi ne pas risquer de la perdre en étant en couple, en risquant, enfin, en allant dans la vulnérabilité, dans l'intimité, qui m'effrayait en quelque sorte. Et c'est le truc de littéralement se mettre à poil, ça m'effrayait aussi parce que je suis toujours assez maigre, mais j'étais encore plus maigre et je me trouvais encore moins, enfin je me trouvais moins attirant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux me trouver assez attirant. Heureusement, ça a changé. Mais tu vois, il y avait cette stratégie, ok, je vais être ton meilleur ami et ça m'évite le risque de te perdre à travers une relation de couple parce que je partais enfin bref, c'était éviter l'intimité et effectivement rester au contact avec elle en étant ami. Je reviens à l'adolescence. Je fuis cette relation en disant ton amie Marie, elle est plus belle que toi. C'était un prétexte. En fait, j'avais peur de l'intimité. Ce qui s'est passé entre les 2 rencarts, c'est que j'ai fait une sorte de crise parce qu'un jour, je lui ai écrit un SMS et elle ne me répondait pas. Je sais pas, je crois qu'elle m'a répondu dans la soirée, tu vois. Je me rappelle plus. Il ne s'est même pas passé 24 heures. Hein. Mais probablement que j'étais habitué à avoir des réponses rapides, ou je m'attendais en tout cas à avoir une réponse rapide. Je n'ai pas eu une réponse rapide. En plus, c'était les SMS, hein, c'était encore avant l'époque d'aujourd'hui. Là, on était en 2002-2003. Il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas ce truc où aujourd'hui, tu vois, beaucoup de gens, ils s'attendent vraiment à ce qu'on leur réponde très vite parce que c'est WhatsApp, parce que c'est instantané, etc. Tu vois. C'est un peu malsain. Il y a des gens qui s'excusent aussi de ne pas avoir répondu plus vite. Tu vois. Je trouve ça absurde.
À moins qu'il y avait vraiment une raison, tu vois. Enfin, mais si c'est urgent, on s'appelle. Point. Bref. Et en fait, j'étais méga déstabilisé par le fait qu'elle m'avait pas répondu rapidement. Après, elle me le répond, elle me dit, j'étais avec mon père. Je sais pas, elle était en sortie avec son père. Et voilà, deuxième relation, je l'ai quittée. Je suis sorti de la relation parce que après une après-midi ensemble, elle était super renfermée, super timide. Et en fait, peut-être c'était un miroir de mon propre renfermement et timidité. Parce que j'ai appris aussi, il n'y a pas très longtemps, que les femmes, en principe, elles reflètent l'énergie de l'homme. Alors, en tout cas, quand on est en mode rencard et qu'on est en train de se connaître, peut-être en mode général, elles sont des miroirs la plupart du temps, peut-être même entre elles. Et moi, je l'ai remarqué après, quand j'étais conscient de ça, j'ai remarqué que ça marche comme ça. Mais vu que j'étais renfermé, mal à l'aise, silencieux, elle était renfermée, mal à l'aise, silencieuse. On n'avait aucune intention de se séparer, mais j'ai fui la relation suite à cet après-midi. Je me suis un peu énervé en fait, de genre, enfin je sais plus comment je me suis exprimé, ça fait genre 20 ans, mais plus que 20 ans même. Mais ouais, ça a trigger ce truc et j'ai fui, en fait, ouais, j'ai fui l'inconfort plutôt que la confronter. Et je l'ai un peu confronté, mais je me suis pas confronté moi-même, tu vois. Et en fait, je l'ai confrontée, je crois, elle m'avait dit que, en gros, voilà, elle était encore attachée à son ex qui était à l'île Maurice parce qu'elle avait vécu là-bas. Et elle avait même perdu sa virginité très tôt. Elle avait genre 13 ans, il avait 14 ou 15 ans. Et, mais elle était attachée encore à lui. Et, et moi, j'étais super mal à l'aise aussi par le fait elle était pas vierge. Et que moi, je l'étais. Et que j'avais une peur de. Et je suis sûr que si j'avais eu. Je suis sûr que j'aurais pu perdre ma virginité avec elle si j'avais eu la patience et un peu plus de capacité émotionnelle. Et après, ce qui est terrible, c'est que je lui ai arrangé le coup avec un premier copain. Genre, on chattait et tout. Lui, il m'avait aidé pour mon site web à l'époque. Mon premier site web. Il connaissait le langage HTML et tout. Et puisque je voyais qu'ils s'appréciaient les deux, mais ils avaient de la peine, ils étaient timides et tout, tu vois. Je leur les ai permis de se rapprocher, en fait, de se mettre en confiance, et voilà. Et après, j'ai fait pareil. J'ai un peu mal vécu ça. C'est absurde, hein. Parce qu'en fait, j'étais resté ami pendant quelques temps avec cette fille. Et quelques années plus tard, j'ai fait pareil. Je l'ai, je lui ai arrangé le coup avec un pote à moi. Là, j'ai pas vraiment été affecté parce que j'étais détaché d'elle au niveau dépendance, on va dire, affective. Mais probablement parce que j'avais transposé ma dépendance affective sur d'autres personnes. Généralement, ça s'est passé comme ça pratiquement toute ma vie, en fait. Enfin, à partir de l'adolescence. Et donc après, qu'est-ce qui se passe dans l'adolescence avec Internet? Tu vois, il y a l'addiction, enfin, l'habitude de se masturber en regardant des filles sur Internet, la pornographie qui rentre, tu vois. Moi, j'ai mis un moment avant d'être, comment dire, de me désensibiliser. Au début, je trouvais la pornographie vraiment, ça m'attirait pas, c'était dégueulasse de voir les parties génitales, tu vois. Je préférais regarder les films érotiques sur RTL 9. On voyait pas les parties génitales et ils n'étaient pas réellement en train de, voilà, avoir, enfin bref, tu sais ce que je veux dire. Et mais après, je me suis désensibilisé, puis j'ai trouvé les bonnes vidéos qui me plaisaient, les filles, etc. J'ai toujours été très difficile. Ça, c'est dû à ma sensibilité. D'un côté, c'était une bonne chose parce que j'ai pas pu escalader, tu vois. Moi, j'ai jamais utilisé la pornographie avec une escalade tu vois, d'intensité dans ce qui se passe, de fétichisme et tout ça. Parce que moi, je recherchais juste la fille, la beauté de la fille, le scénario, tu vois, et ça pouvait pas être hard ou trash, ça, ça me plaisait pas, ça. Donc, je revenais vers les mêmes vidéos et je regardais même, il y avait des vidéos des sites carrément italiens surtout, où en fait c'était des bouts d'émissions télé où les femmes étaient super sexy. Et
les mecs, il y a des mecs qui allaient ripper ces trucs vidéo. En plus, à l'époque, techniquement, c'était encore plus difficile qu'aujourd'hui. On ne pouvait pas regarder la télé en ligne. Il n'y avait pas de fibre, etc. C'était la téléconnexion. Bon, il y avait la DSL quand même qui est venue assez vite. Mais j'ai connu le 56K, hein, les vieux se reconnaissent. Les jeunes ne savent pas du tout ce que ça veut dire, ça veut dire 56K. Et bref, c'était un moyen de... Voilà, en fait, mais qu'est-ce que j'ai appris ces dernières années, c'est que c'était... Voilà, aller regarder ces vidéos, me masturber et tout, c'était fantasmer aussi sur des filles que je connaissais. C'était une compensation et c'était un moyen de... En fait, c'est ça que j'ai appris dernièrement avec une vidéo du Dr K. Il dit que la pornographie, mais c'est valable aussi pour les fantasmes et les trucs érotiques et tout. Toute chose qu'on regarde, qu'on imagine de sexuelle. Mais ça peut être aussi, en fait, dans toutes les addictions finalement, ça va effacer. Mais là, il faisait bien la différence entre regarder du porno et l'orgasme. Le regarder du porno, ça désactive les circuits d'émotions négatives. Et l'orgasme, c'est plutôt la grosse décharge de dopamine. Et bref, évidemment, si tu mets ça ensemble, c'est pire. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui font que regarder du porno et se touchent même pas. Et ça reste très problématique. Et en fait, ils ont ce truc où il donnait un exemple concret, le docteur K, il dit, il y a beaucoup d'hommes, ils ont un écran, c'est leur travail, et ils ont un autre écran, il y a du porno. Et ses clients lui disaient, les jours où je fais ça, où j'ai le porno à côté, c'est les jours les plus difficiles, au travail ou émotionnellement. Tu vois, donc c'était utilisé comme béquille pour supporter en fait des moments difficiles. Mais on ne peut pas guérir des addictions si on ne décide pas de faire face, de sentir la souffrance, de la laisser nous traverser, laisser les émotions nous traverser et d'abandonner ces béquilles. Mais pour ça, il faut arriver à un stade, je pense, où le docteur K dit il faut qu'on ait une vie en fait où on n'a même plus le temps pour les addictions, pour ce genre de choses. Bref, c'est tout un travail, il y a différentes approches qui sont complémentaires et ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais donc dans l'adolescence, le désir augmente parce que voilà, les hormones, etc. On devient apte à procréer, donc la biologie, elle nous attire naturellement vers les femmes. Et si on est dépendant affectif, c'est catastrophique à partir de l'adolescence. Et donc j'avais crush après crush après crush après crush. Je tombais amoureux. Et du coup, mais j'étais pas capable d'entrer en relation avec ces filles. Mon émotivité, elle était exacerbée par l'adolescence, par la puberté, par le fait que je ne sais pas à quelle fréquence j'éjaculais, mais puisque je vivais pas mal quand même de difficultés, tu vois, il y a une partie de mon enfin de mes souvenirs de l'époque. Bon, tu vas me dire, ça, je sais pas, c'est difficile de se souvenir à quelle fréquence on éjaculait quand il y a 20 ans en arrière ou plus. Peut-être il y en a qui s'en souviennent, moi je m'en souviens pas. Et j'arrive pas à dire du coup à quel point c'était fréquent. Mais par contre, je sais que fréquemment dans mon adolescence, j'avais des moments difficiles. À l'école, j'étais harcelé. Toutes les années à l'école, j'étais harcelé. Heureusement pas tous les jours, mais régulièrement. Et donc, tu vois, ça veut dire qu'il y a des fois, je n'allais pas en cours où j'avais des symptômes physiques parce que je n'arrivais pas à faire face à l'harcèlement et tu vois, à faire face en fait et à m'opposer à mes harceleurs. Et donc, je sais pas, en tout cas, c'était clairement plus fréquent que ça. C'était quand même trop fréquent. Voilà, les éjaculations, etc. Et en plus, voilà, ça m'empêchait sûrement de connecter avec les filles. J'avais quand même des amis, hein, des filles, j'arrivais à lier des sortes d'amitié, mais beaucoup de ces filles, finalement, je les désirais, j'avais envie de plus, et j'arrivais à être plus ou moins à l'aise parce que je ne me mettais pas en difficulté émotionnelle avec elles. Vulnérabilité. Ensuite, intéressant, dans l'adolescence, j'ai eu cette jalousie, cette dépendance affective qui s'est manifestée aussi dans les amitiés avec des hommes. Un en particulier,
mon meilleur ami de l'époque, que on était en apprentissage informatique ensemble pendant 4 ans. Ensuite, on s'est fréquenté encore. Après, c'est parti en couille à cause de cette obsession que j'avais pour cette fille. Et j'ai perdu tous mes potes. C'est l'histoire, le chapitre suivant. Je vais devoir faire une pause pour me ressourcer parce que ça fait 45 minutes que je parle et j'ai faim. Mais je vais juste finir là-dessus. Oui, en fait, j'ai remarqué avec cet ami, il y avait une grosse... Je pense qu'on était vraiment proches et je sais pas, il y a eu... Je sais pas comment expliquer, c'était fort comme amitié au niveau émotionnel. Et en fait, quand mon autre meilleur pote que je connaissais depuis l'école primaire, qui était aussi avec nous dans cet apprentissage, j'ai vu qu'ils se... Ouais, qu'ils connectaient bien ensemble aussi. Un truc stupide, tu vois, ils se serraient la main. Enfin, nous, on se serrait la main avec mon meilleur ami. Pas genre comme ça, tu vois, comme des hommes d'affaires ou des adultes ou quoi, qui se connaissent pas trop bien, mais tu sais, on se prenait la main un peu, bah, tout seul, j'arrive pas à le faire, mais tu vois, un peu latéralement comme ça. On peut pas le faire tout seul en fait. Si, c'est un peu comme ça, tu sais. Peut-être c'est ça en fait, ouais, c'est un truc du genre. Mais vu que c'est pas la bonne main, il me faudrait une autre main droite. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, juste de voir que mes deux meilleurs potes finalement connectaient comme ça, en fait, c'était surtout parce que mon deuxième meilleur pote connectait avec mon meilleur ami du moment. De cette manière-là, ça a activé une sorte de jalousie. J'étais aussi jaloux parce que les deux, ils se parlaient de leur première copine et voilà, ils découvraient le sexe et tout. Et moi, j'étais là dans ce truc que j'étais pas encore conscient. Je ne mérite pas ça. Du coup, je les entendais et j'étais là, putain, je peux pas connecter avec eux dans cette dimension parce que je ne vis pas ça. Et inconsciemment, comme je l'ai dit, je pensais inconsciemment que jamais je ne mériterais ça, je ne vivrais ça, qu'aucune femme ne voudrait de moi. Et donc c'était extrêmement dur à vivre. Et voilà, je vais m'arrêter là pour ce chapitre. Ensuite, on va passer. Le quatrième chapitre, c'est cette fille à 20 ans. J'avais 20 ans, elle avait à peu près, elle avait 20 ans aussi. Et elle est venue tout chambouler. Et ça a été la première. En fait, ça a été le premier événement grave dans ma vie à cause de la dépendance affective. Jusque-là, même si ça avait limité, j'avais pas eu de vie amoureuse à cause de ça, on peut dire que c'est plus ou moins grave. Voilà, il n'y avait rien eu de vraiment plus grave que ça. Et voilà, cette relation avec cette fille, on va l'appeler Laura, c'est pas son vrai prénom, mais presque.